Et si le crime n'était pas seulement inévitable, mais même essentiel à la bonne santé d'une société? Ça semble fou, non? Eh bien, c'est l'idée audacieuse qu'on va explorer ensemble, une idée qui vient tout droit d'un des textes fondateurs de la sociologie. Alors, posons la question directement. Le crime, est-ce que c'est normal? C'est vrai que ça heurte un peu notre bon sens. Et pourtant, cette question, elle est vraiment au cœur d'une des théories les plus dingues et les plus importantes de la sociologie. Et on va même plus loin, pas juste normal, mais nécessaire, carrément. C'est la conclusion, oui, choquante, à laquelle est arrivé un certain Émile Durkheim. Et son but, c'était rien de moins que de faire de l'étude de la société une science à part entière. Bon, pour comprendre comment il arrive à une conclusion pareille sur le crime, il faut faire un petit retour en arrière. On est à la fin du 19e siècle et Durkheim se pose une question fondamentale. Comment est-ce qu'on peut étudier la société de façon vraiment scientifique? À l'époque, faut bien voir que quand on parlait de l'État, de la famille, tout ça, c'était surtout des grandes discussions philosophiques, des opinions, chacun y allait de sa petite idée. Bref, ça manquait cruellement de preuves, de faits objectifs. Du coup, Durkheim s'est donné une mission, une vraie, créer une méthode en béton armé pour étudier le monde social. Il voulait que la sociologie soit reconnue comme une vraie science, au même titre que la physique ou la biologie, avec ses propres objets d'étude et ses propres règles. D'accord, mais toute science a besoin d'un objet d'étude clair, alors qu'est-ce que la sociologie allait bien pouvoir étudier? C'est la toute première étape de sa démarche. Et c'est là qu'il sort son concept clé. Pour lui, la sociologie ne doit pas s'intéresser aux individus pris isolément, mais à ce qu'il appelle les faits sociaux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est toutes ces manières de faire, de penser, de ressentir qui existent en dehors de nous et qui s'imposent à nous. Ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, c'est super concret. La langue qu'on parle, par exemple, on ne l'a pas inventée, elle nous a été imposée. Pareil pour la monnaie, les lois, les codes professionnels. Toutes ces choses existaient avant nous, et elles nous obligent d'une certaine manière à suivre les règles du jeu. Ce ne sont pas des choix purement personnels. Un autre exemple excellent, c'est l'effet de foule. On a tous déjà ressenti ça, non? L'enthousiasme dans un concert ou la colère dans une manif. C'est une émotion collective, une force qui nous dépasse, qui vient de l'extérieur et qui nous emporte, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est un fait social à l'état pur. J'adore cette analogie du bronze qu'il utilise. Prenez du cuivre, prenez de l'étain, aucun des deux n'est particulièrement dur. Mais mélangez-les et vous obtenez du bronze, qui lui est très résistant. Pour Durkheim, la société c'est pareil. Ses propriétés, comme la morale ou le droit, n'existent pas dans les individus isolés. Elles naissent du mélange, de l'assemblage. Ok, donc maintenant on sait ce qu'il faut étudier. Les faits sociaux. Mais comment on les étudie? Comment on fait pour les analyser de manière objective sans se laisser influencer par nos propres opinions? C'est là que Durkheim pose une exigence très forte. Pour lui, le sociologue doit faire comme le physicien ou le biologiste, mettre de côté ses propres idées, ses sentiments, ses préjugés. Il faut se débarrasser du sens commun, de ce qu'on croit savoir sur la moralité par exemple, pour observer les règles morales qui existent réellement dans la société. Et ça nous amène à sa règle d'or, la règle numéro 1, la plus importante de toutes. Il faut considérer les faits sociaux comme des choses. Qu'est-ce que ça veut dire comme des choses? Ça veut dire qu'il faut les étudier de l'extérieur, froidement, comme un scientifique étudie un caillou ou une plante. Les observer, les mesurer, les comparer, sans jugement de valeur. Voilà. Maintenant qu'on a posé les bases de sa méthode, étudier les faits sociaux comme des choses, on peut enfin revenir à notre question de départ, ce fameux paradoxe. Pourquoi le crime serait-il normal et même nécessaire? Eh bien, en appliquant sa règle, Durkheim regarde le crime comme une chose. Et que voit-il? Un fait, tout simple mais hyper puissant. Il y a du crime dans toutes les sociétés sans exception, à travers l'histoire. Et là, son raisonnement est implacable. Si quelque chose est présent partout, tout le temps, alors ça ne peut pas être une maladie, une anomalie, c'est forcément un élément normal. D'accord, c'est normal. Mais à quoi ça sert? Quelle est sa fonction? C'est simple. Quand un crime est commis, ça choque, ce que Durkheim appelle la conscience collective. La société, en réaction, se rassemble pour punir le coupable. Et cette punition collective, qu'est-ce qu'elle fait? Elle resserre les liens, elle rappelle à tout le monde « voici nos valeurs, voilà la ligne à ne pas franchir ». Le crime, paradoxalement, devient un ciment pour la société. Et pour bien faire comprendre ça, il prend un exemple génial. Imaginez un monastère, une société de saints où il n'y a aucun crime grave. Eh bien, même là, les plus petites fautes, un mot de travers, un regard déplacé, provoqueraient le même scandale, la même réaction collective.
Ça prouve bien que ce qui définit le crime change, c'est relatif, mais sa fonction de renforcer le groupe, elle, reste toujours la même. Mais attention, il y a encore autre chose. Le crime ne fait pas que renforcer les règles d'aujourd'hui. Il joue un deuxième rôle, qui est peut-être encore plus important. C'est lui qui permet à la morale d'évoluer. Prenez Socrate. Pour les lois d'Athènes, c'était un criminel. Son crime, penser différemment, remettre en question les certitudes. Et pourtant, cette criminalité était indispensable pour que la pensée et la morale puissent progresser. Autrement dit, le criminel d'aujourd'hui est parfois le héros de demain. C'est lui qui ouvre la voie au changement. Bon, tout ça date d'il y a plus d'un siècle. Alors, la question se pose, en quoi est-ce que ça nous parle encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre Durkheim? Ce que Durkheim nous a laissé, en fait, c'est une sorte de paire de lunettes. Des lunettes pour voir au-delà des individus et apercevoir ces forces sociales invisibles qui nous façonnent. Comprendre que la société est plus que la somme de ses parties, que des choses qui nous paraissent négatives comme le crime ont une fonction. C'est une grille de lecture du monde qui est toujours aussi puissante. Et son travail nous laisse avec une question, une question vertigineuse. Si toutes ces forces sociales, la langue, la morale, les coutumes, sont si puissantes et s'imposent à nous, quelle est la part réelle de notre liberté individuelle? Jusqu'à quel point nos pensées, nos sentiments et nos actions sont-ils vraiment les nôtres? C'est une question fondamentale et plus d'un siècle après, elle continue de nous travailler.